Bonjour. Donc, moi, en plus, j'habite à la Tour d'Aigle, donc il y a le président de la cave qui est là. Donc, votre monde ne m'est pas complètement inconnu. Ceci dit, je vais prendre les choses de loin. On est dans une période où les valeurs, nos références, les circuits économiques sont bousculés comme jamais. Jamais. Entre la grande pandémie qui a complètement déstructuré plein de systèmes économiques, la guerre d'Ukraine, qui est au fond la première guerre mondialisée. C'est pas une guerre mondiale, c'est une guerre mondialisée. Il y a une guerre à un endroit, et dans le monde entier, les circuits économiques changent, on manque de blé en Afrique noire, etc., etc. C'est-à-dire, au fond, le monde qu'on avait construit depuis 50 ans, 60 ans, c'était un monde ouvert, où on pensait que les pandémies, les guerres, bon, en gros, c'était pour le tiers-monde, c'était pour les pays pauvres, c'était pour les pays lointains. Nous, on pouvait se permettre d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui n'avaient qu'un seul lieu de fournisseur, un marché unique pour un produit. On savait qu'en gros, tout allait marcher, tout fonctionnait. Et puis, on se rend compte qu'en fait, c'était une parenthèse que nous avons vécue. Et que cette parenthèse est terminée. On est dans un autre monde où, effectivement, les règles ne sont plus les mêmes. On ne sait pas exactement lesquelles elles seront. La pandémie est loin d'être terminée. J'avais un débat avec les gens qui dirigent la question de la pandémie lundi à Paris. Ils me disent, attendez, on considère actuellement qu'on donne 130 000 contaminations par jour parce que les gens ne se font plus vérifier. On considère qu'on est entre 300 et 400 000. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir autour de nous, les enfants en ce moment, ils en sortent de partout avec du virus. Et on va certainement avoir un nouveau vaccin, un nouveau variant en octobre, qui on ne sait pas du tout lequel sera. Ce qui sera pire et ce qui sera moins pire, on ne sait pas. La guerre, on ne sait pas où elle va. Probablement qu'elle va se contenir à l'Ukraine ou à une partie de l'Ukraine, mais jusqu'à quel point nos opinions publiques vont accepter de voir massacrer des gens, violer des femmes, tuer des enfants. On fait des guerres émotionnelles, elles sont à la télé en direct. C'est insupportable. On peut être rationnel, dire oui mais attendez, on va pas faire une guerre mondiale, c'est très dangereux, etc. Des arguments que tout le monde comprend. Ça n'empêche pas, quand vous voyez des scènes qui nous troublent au plus haut point, effectivement les opinions publiques font pression. Bon, on est dans toute cette situation-là. Donc, il faut bien se dire, le monde a changé très fort ces 2 dernières années. C'est ça dont je vais vous parler. Et il va continuer à changer. Et la guerre, au fond, retenez cette idée que c'est la première guerre mondialisée. C'est pas une guerre mondiale, c'est une guerre mondialisée. C'est-à-dire, et dorénavant, les grands conflits seront toujours mondialisés. Ça joue sur le prix du pétrole, le prix du blé, à la limite les marchés du vin, etc. Et on est rentré dans cette époque parce que le monde est totalement interconnecté. Et puis surtout parce que le grand enjeu, c'est le réchauffement climatique. Et qu'on peut s'envoyer quelques bombes sur la tête, tuer des femmes et des enfants. La vraie question, c'est comment on lutte contre le réchauffement climatique. On est obligé de gérer les 2 questions en même temps, ce qui est extrêmement compliqué. Alors, sur la pandémie, je dirais d'abord une chose, c'est une grande victoire. Vous voyez, il y a eu 10 à 20 millions de morts, c'est épouvantable, mais il y a eu des centaines de millions de vies sauvées. On estime entre 2 et 300 millions les vies qu'on a sauvées en mettant des masques, en arrêtant de sortir, en se faisant vacciner, etc. C'est-à-dire que si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que 5 milliards d'hommes se battent en même temps contre le même virus. C'était jamais arrivé. On a enlevé 1,5 milliard d'enfants des écoles, on a fait ce qu'on a fait, tout ce que vous avez vu, on a réfléchi, chacun a pensé, parce que quand on est enfermé chez soi, on pense, on lit, on se documente, on se tape dessus aussi parfois. Il y a eu 1 million de séparations dans les couples français, 10% dans les couples chinois, on est dans les mêmes pourcentages de l'explosion des couples, notamment dans la jeunesse, qui souvent des couples qui n'étaient pas prévus pour être enfermés pendant longtemps, et donc étaient des couples un peu légers, donc forcément ils ont plus souffert. Mais retenez qu'on a sauvé des centaines de millions de vies. C'est pour ça, quand je dis c'est une victoire, c'est pas une victoire, c'est une tragédie créatrice. Évidemment que c'est une tragédie, tout le monde le voit. Et ce qui est fantastique, au fond, c'est qu'on s'est mobilisé, je dis souvent, pour sauver les gros, les vieux et les malades. C'est-à-dire pour les improductifs. On ne s'est pas mobilisé pour sauver les enfants. On ne s'est pas mobilisé pour sauver l'économie. On ne s'est pas mobilisé pour sauver la nature. On s'est mobilisé pour sauver les plus improductifs d'entre nous. Excusez-moi, d'un point de vue humaniste, c'est magnifique. Parce qu'au point de vue de l'équilibre de la Sécu, aurait été bien meilleur si on ne s'était pas mobilisé. On aurait redressé les comptes brutalement. Bon. Vous savez que l'espérance de vie moyenne en EHPAD, c'est 3 ans et 2 mois. Ben, ceux qu'on a sauvés début 2020, ils sont déjà morts de vieillesse depuis. Donc, vous voyez, d'un point de vue purement rationnel, évidemment, il fallait pas le faire. Mais il est évident qu'il fallait le faire pour d'autres raisons. Donc, je dis ça un peu par provocation. Mais, si vous voulez, j'insiste sur le côté magnifique de ce qu'on a fait. Parce qu'on l'a fait en partie contraint, bien entendu, par les règles sanitaires, par les réglementations. Mais pas seulement.
dans les familles. Le grand lieu de communication dans cette affaire, c'est notamment WhatsApp. C'est-à-dire, c'est comment les parents, les enfants, les cousins s'envoient des messages, t'es pas sorti, fais gaffe, t'es con, tu sors. C'est-à-dire, les familles ont repris les messages et les ont fait circuler. Donc, si vous voulez, c'est pas uniquement un phénomène administratif, même si je reconnais que les Chinois, mais on n'est pas une démocratie totalitaire, on n'est pas un système totalitaire, grâce à Dieu. Bien, donc retenez ça. Mais retenez aussi une chose, c'est qu'on a trouvé un vaccin en moins d'1 an, c'est-à-dire qu'on a remis la science au cœur des projets de société. 276 laboratoires dans le monde entier, on leur a donné un fric de dingue, comme dirait l'autre, et ils ont fini par trouver des solutions. Bon. Et donc, si vous voulez, rappelez-vous, moi je suis d'une génération, vous êtes plusieurs vers le même âge que moi à peu près. Nous, la génération SIDA, on avait l'impression que ça avançait pas très vite, quoi. Ça fait quand même 30 ans qu'on en parle, c'est vrai qu'il y a des progrès et tout, mais on peut pas dire qu'on ait encore un vaccin. Et là, en 9 mois, on trouve une solution. Donc, si vous voulez, la science est redevenue une force. Et c'est essentiel parce que depuis quelques années, quand on dit « Ah ouais, c'est un vrai progrès », genre, c'est quoi un progrès? C'est quoi un progrès? Bon. Ben, là, on peut dire le progrès, c'est effectivement d'avoir su trouver un vaccin en moins d'1 an. Ça a remis la science au cœur des sociétés, ça a remis l'investissement dans la science comme préoccupation politique centrale. Donc tout ça, c'est évidemment des éléments. Mais au fond, si vous voulez, je dirais, on vit une immense rupture des mentalités. Si on voulait trouver un ordre de grandeur, je dirais, c'est mai 68 puissance 100, si on voulait donner un chiffre, si vous voulez, dans les effets sur nos sociétés et les effets que ça va avoir. Ça va avoir sur les campagnes, parce que les gens quittent la ville. Il y a quand même 2 ou 3 millions de personnes qui ont quitté la ville en France. Ça va avoir un effet sur les couples, puisqu'1 million de couples se sont séparés, avec tout ce que ça entraîne. Ça va avoir un effet dans le rapport à la nature, parce qu'on s'est battu contre un virus naturel. Pour le moment, c'est ce qu'on croit. On a pensé à un moment qu'il sortait d'un laboratoire chinois, mais on n'en a pas l'air sûr du tout. Donc tout ça modifie profondément les aspects, les mentalités, et va évidemment jouer dans l'ensemble de notre travail. Retenez au fond l'idée, c'est une tragédie, bien sûr, mais créatrice, et essayons de voir comment cette créativité, on peut en faire quelque chose. Et c'est ça qui est important, et je crois que ça va être évidemment le cœur de notre réflexion. Dans les chiffres, simplement, bon, je vous ai dit 1 million de personnes se sont séparées. L'année dernière, on a vendu 900 000 maisons en France. Les prix ont un peu baissé dans Paris. C'est un indicateur quand même fort. C'est la première fois que l'immobilier baisse à Paris. C'est pas tellement que ça m'intéresse, mais ça veut dire que les gens s'en vont, qu'ils se déplacent. Donc Paris était une ville qui était déjà en train de se vider. Paris perdait déjà des habitants depuis 10 ans. Il y a un chiffre qui est très net, c'est que Paris perdait 3 000 enfants dans les écoles par an. Là, on est passé à 6 000 enfants dans les écoles par an. Ce chiffre est très précis. C'est difficile de savoir les gens qui ont quitté Paris, parce qu'il y en a qui sont installés en résidence secondaire. Donc voilà, en France, on ne déclare pas son lieu de résidence, puisqu'on est inscrit là où on a un compteur. En Belgique, par exemple, si vous déménagez, vous faites une déclaration à la gendarmerie pour dire « j'habite là ». Mais nous, ça nous est étranger en France. Il n'y a que le compteur EDF qui prouve la résidence. Et comme souvent on en a plusieurs, ça ne prouve pas grand-chose. Pour ça, les enfants des écoles, c'est un beau chiffre. Donc on est dans cette époque-là. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont quitté leur boulot en disant « ce boulot n'a aucun sens ». On estime qu'il y en a entre 2 et 4 millions. Et paradoxalement, en ce moment, vous voyez, le marché du travail, il est très dynamique pour des tas de raisons. C'est pas l'endroit de faire de la politique, mais y compris parce qu'on a rouvert des épiceries, on a créé des tas d'artisanat. Moi, je dirige une maison d'édition. En gros, j'ai par semaine un nouvel libraire qui s'y matricule. Parce que partout en France s'ouvrent des petites librairies dans des petites communes de 5 à 10 000 habitants, dans un quartier populaire. Des tas de gens se disent, vous savez, les gens y pensent un peu comme si on avait eu un cancer. Et puis on vous dit, vous êtes guéri. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais du temps qui me reste? Vous n'allez pas tout recommencer comme avant. Vous avez été traumatisé, vous êtes battu, ça a bousculé autour de vous, ça a traumatisé votre environnement. Et vous dites, qu'est-ce que je fais? On a tous connu des gens qui se posent cette question après une maladie mortelle. Et au fond, on est tous dans cette situation. Qu'est-ce que je fais du temps qui me reste? En couple, vraiment sous la couette, ça valait le coup? Au travail, dans le quartier? Excusez-moi, c'est ça les questions que les gens se posent. Hein, il y a 50% des jeunes, des moins de 30 ans, qui envisagent de se séparer. Je ne dis pas qu'ils se séparent tous, mais ça veut dire qu'il y a une énorme instabilité dans la jeunesse, qui est aussi liée au fait qu'ils ont souffert, que les étudiants ont souvent été très isolés. Bon, tout ça, mais vous l'avez vécu comme nous, donc je ne vais pas vous le décrire longtemps. Mais il faut comprendre tout ça. Et retenez cette idée qu'au fond, le sens de ce que je fais devient central, plus que ce que je gagne. Et les jeunes, c'est très net que la première question qu'ils posent dans un boulot, c'est quel sens ça a, comment je vais vivre, etc. Vous voyez très bien, si vous embauchez des gens, pas un problème de son. Je vais le prendre à la main parce que vous le posez comme ça. Oui, d'accord. Ça, je vais le prendre comme ça, vous entendrez mieux. Donc, si vous voulez, ah ben voilà, le fond, mais il fallait rier, il fallait crier, il faut protester. Non, mais c'est vrai,
C'est quand même, ici, c'est une démocratie ouverte. Hein. Bon, enfin encore, en tout cas. Donc, si vous voulez, c'est toutes ces questions qui vont se poser. Et au fond, je retiendrai un élément qui me semble le plus important, c'est que la politique a repris le pas sur l'économie. Et ça, si vous voulez, il y a 50 ans, c'était normal. Les 30 Glorieuses, ça a été porté par le politique. Et puis après, petit à petit, l'économie est devenue autonome. Elle a pris le pouvoir. On a considéré l'élu un meuré, on le misait, on leur jetait des tomates. Au fond, la gloire, c'était plus d'être élu local. C'était difficile d'être élu local. Et c'était vrai au niveau national. Parce qu'au fond, pour faire tomber le communisme en Russie, il faut dire les choses comme elles sont. On a laissé l'économie structurée. Et le point que l'économie s'effondrait, c'était fait pour ça. Pour ça que Reagan et Thatcher ont organisé cette partie. Mais depuis, l'économie était restée au pouvoir. Et en gros, si vous aviez un produit moins cher à l'autre bout de la planète, la question ne se posait pas de le faire venir de l'autre bout de la planète. On ne pensait pas pandémie parce qu'on ne pensait pas guerre et parce qu'on pensait au fond que l'économie pouvait organiser les sociétés. Et après, on disait aux politiques, bon, si vous voulez bien vous occuper des gens qui n'ont plus de travail, trouvez une solution. Facile à dire, mais dans ce cas, ce n'était pas possible. Bon. Donc, si vous voulez, c'est une inversion énorme. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, ça nous arme pour la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est d'abord une bataille politique. Donc, disons au fond que ça a accéléré le passage de ce qu'on appelait les sociétés industrielles à des sociétés numériques et écologiques. Et c'est ça, si vous voulez, qui évidemment va m'amener petit à petit à votre propre compétence. Mais je pense que c'est ça qu'il faut avoir dans la tête, que l'écologie, le rapport à la nature et la question numérique sont devenues des questions absolument centrales. Alors, je vais retenir 9 idées de ce qui a changé. La première chose qui a changé, c'est que avant la pandémie, au fond, il y avait un affrontement entre les nationalistes qui disaient qu'il faut faire des frontières partout, et puis les gens qui disent non, il faut tout ouvrir le marché, puis le marché va tout réguler. Affrontement un peu binaire qu'on a connu depuis 30 ou 40 ans. Et là, pour se sortir de la pandémie, on a remis en scène la frontière et la coopération. On a coopéré, comme jamais. Nos masques, ils viennent de Chine, etc. Et en même temps, on a remis des frontières. La première frontière, évidemment, étant le masque. Je remarque qu'il y a peu de gens qui le portent dans cette réunion. Vous êtes un peu imprudents. Mais coopération et frontières, c'est à mon avis une catégorie qu'on ne va plus quitter pendant longtemps. La deuxième catégorie qu'on ne va plus quitter, c'est cette idée que j'ai posée que le tout économique est terminé, que les chaînes de valeur ne sont plus le seul critère d'organisation des marchés, ne sont plus le seul critère d'organisation de l'humanité, du moins pendant une période. Ça aussi, ça va jouer, on le voit déjà, et ça va s'accélérer évidemment avec la guerre d'Ukraine. La troisième idée, c'est que les crises comme ça, c'est des accélérateurs de tendance. C'est-à-dire tout ce qui était déjà là devient plus fort. Je vais dire, pour être provocateur, MeToo, le respect, Greta Thunberg, l'écologie, le fait de quitter la ville grande pour les petites villes, le fait de retourner vers les villages, par exemple, c'est un phénomène qui était déjà là. Je vous ai donné les chiffres pour Paris, mais je pourrais vous les donner pour d'autres villes. Donc, si vous voulez, tous ces phénomènes-là vont s'accélérer. Et le fait de se demander quel est le sens de mon travail, quel est le sens de ma vie, et est-ce que j'ai envie que ça continue. Je vous rappelle une règle simple des sociétés modernes, c'est que la vie s'est extraordinairement allongée depuis la guerre. On a gagné 20 ans d'espérance de vie, ce qui veut dire qu'on peut à tout moment tout changer. C'est pour ça que les couples durent moins longtemps, les emplois durent moins longtemps, les gens habitent moins longtemps au même endroit, parce qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer sa vie. Dans les années 50, le but c'était d'installer les enfants avant de mourir. Et donc on disait souvent, mais surtout à la campagne, quand le fils s'installe au bout de la table, excusez-moi pour les dames, parce qu'à l'époque, en gros, c'était si la fille est mariée, mais si le fils s'installe au bout de la table, le père peut mourir. C'était un peu ça, les successions des générations. Nous, quand une dame prend sa retraite, elle a 29 ans de retraite devant elle. Donc on peut recommencer, plein de gens recommencent des vies amoureuses en étant à la retraite. Ils déménagent, 48% des gens qui prennent leur retraite vont s'installer dans une autre région. Vous voyez, on est dans une société où on peut retenter sa chance à tout moment. C'est ce qui s'est passé pendant la pandémie. Il y a plusieurs millions de gens qui se sont dit, moi je quitte mon boulot, je suis à la Sécu, ça m'embête, j'ouvre une épicerie sur l'Aubrac. Bon ben voilà, pourquoi pas. Je mangeais avec le PDG d'Engie l'autre jour, il me dit, Jean, mais qu'est-ce que je fais moi? J'ai mes meilleurs cadres, ils s'en vont, il y en a, ils me téléphonent, il me dit, j'ai ouvert une auberge de jeunesse dans les Cévennes. Mais quand vous la mettez que je paye une fortune, il va se faire une auberge de jeunesse, il aura du mal à boucler le bout. Voilà, c'est le sens ça, bon, qui prime. Donc évidemment, ça nous concerne. Alors, je ne reviendrai pas sur la politique parce qu'on a quand même appris une chose aussi, c'est que le taux de mortalité a été très fort dans tous les pays populistes, qui ne sont pas des pays qui aiment les femmes et la santé. Les pays les meilleurs ont été les démocraties et les Chinois. Les totalitarismes chinois et la démocratie ont été deux outils de lutte contre la pandémie efficaces,
sans doute à peu près autant. Peut-être les Chinois meilleurs, on verra à la fin, on fera les comptes, tout le monde ment beaucoup, donc les chiffres, je ne les donnerai pas. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que le pire pays au monde, ça a été la Hongrie, en termes de morts par habitant. Après, c'est la Tchéco. On a les chiffres pour l'Inde, on a tous vu, parce qu'à l'Inde, évidemment, ils sont très nombreux, puis ils brûlent les corps. Alors, à la télé, ça fait bien, si j'ose dire, mais c'est scénique, c'est scénographique. Donc, on a tous vu les chiffres sur les spectacles dramatiques sur l'Inde, etc. Mais qu'est-ce qu'on a surtout vécu dans cette pandémie? On a vécu que quand on voulait voir quelqu'un, on faisait un Zoom ou un Skype. C'est-à-dire qu'on a achevé la prise du pouvoir du numérique sur le lien social. Vous savez, Twitter, Facebook, c'est 2006. 2006, c'est pas vieux. Et là, heureusement qu'on avait Internet pendant la pandémie. Heureusement qu'on a pu communiquer par Internet, transformer des informations, les règles de sécurité, se parler les uns les autres, etc. Mais c'est rentré dans le travail. 38% des gens sont passés en télétravail. 38%. Ça fait énorme, ça change complètement. L'éducation a commencé à passer dans le télétravail, en partie. Alors ça, l'administration freine, bloque, etc. Mais ça marque un pas, si vous voulez, en matière d'éducation qui est extrêmement important. Et retenez au fond que le véhicule numérique a gagné la guerre sur le pétrole. Le pétrole avait gagné la guerre après 45. Avant 45, la plupart des gens n'avaient pas de voiture. Donc on se déplaçait en train, en vélo, à pied, etc. Sauf les bourgeois et les camions en réalité. Depuis la guerre, c'est l'essence qui nous permettait de circuler, de prendre l'avion, le train, etc. Et bien là, maintenant, c'est le numérique. Et chaque fois, on va se dire, on fait un Skype, un Zoom, enfin, je ne veux pas faire de pub pour une marque, mais ou un autre, où on se voit. Et souvent, on va croiser les deux. Parce que pour bien communiquer en numérique, il faut se connaître, en fait. De façon à ce qu'on puisse interpréter. Vous savez, il y a beaucoup de signes quand on se parle, qu'on voit, regardez-moi le mouvement des mains, si vous m'enlevez les mains, c'est plus du tout la même intervention. Mais en numérique, il n'y a pas les mains. Donc, vous voyez, pour prendre que cet exemple. Mais les deux vont devenir couple dans toutes les relations professionnelles. D'ailleurs, les hôtels professionnels, il y a beaucoup moins de clients. En ce moment, je fais une étude sur la défense. Il y a 40% des gens en moins qui viennent à la défense. C'est énorme. Pourquoi? Parce qu'ils viennent un jour par semaine, 2 jours, et on est en train d'inventer des hôtels où on pourra laisser ses affaires 2 nuits semaine. Des formes d'hébergement où on laissera sa valise. Ça reviendra, ça aura été lavé, rangé, etc. Mais on ne va pas passer sa vie à porter des valises pour aller 2 jours par semaine à Marseille, à Lyon ou à Paris. Donc on va avoir des modes d'hébergement qui vont développer de la conciergerie sur des modèles qui existent déjà dans Airbnb, mais beaucoup plus compliqués. Ça va très très vite. Bon, je prends cet exemple, mais retenez bien cette histoire de lien, y compris pour vous. Parce que ça veut dire que la communication, l'information, etc., le numérique est devenu complètement central dans les pratiques des populations. Et le numérique, il va avec la livraison. Amazon, c'est 21 millions de clients. 21 millions. Pendant la pandémie. Et si vous voulez, ça ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que le nouveau lien que le numérique induit, c'est un nouveau rapport au local, un nouveau rapport aux proches. En gros, j'ai une vie locale et je me fais livrer. Au fond, le télétravail, c'est de la livraison, d'une certaine façon. C'est le travail livré à domicile. Alors, dans vos métiers, ça ne vous concerne pas directement parce que vous, par définition, vous habitez en général à côté de votre lieu de travail. C'est le propre de l'agriculture, c'est vrai aussi pour l'industrie. Mais ça nous a montré, si vous voulez, cette pandémie, qu'il y avait 3 groupes sociaux dans ce pays. Il y a les gens qui travaillent à côté de là où ils habitent, le monde agricole et l'essentiel du monde ouvrier, puisqu'on a mis les usines en dehors des villes, donc les gens habitent en général dans le lotissement. Il y a les gens dont j'ai parlé, les 40% de télétravailleurs, qui sont en train de restructurer le territoire parce qu'ils se déplacent le long des voies de chemin de fer. Parce que les gens qui quittent les grandes villes, ils se déplacent le long des voies de chemin de fer à 1 heure des métropoles. C'est ça la carte qu'on pourrait faire. Mais ce qui est original, c'est qu'ils se déplacent dans tous les côtés. Si vous voulez, depuis la guerre, les gens se déplaçaient vers le sud ou vers la mer. Donc vous aviez tout ce qu'on a connu, Nice, Montpellier, etc., qui se sont développés, puis vous faire le tour en allant jusqu'à Rennes. Et là, vous avez des gens qui vont à Saint-Dizier, vous avez des gens qui vont à Reims, vous avez des gens qui vont à Dreux, parce que leur seul critère, c'est une maison avec jardin, là où il y a un lycée correct, à 1 heure de la ville-centre. C'est ça le modèle. C'est pas je suis à moitié en vacances, c'est comment je mène cette vie-là. Quel sens ça a, au fond, d'élever mes enfants dans la ville? Quel sens ça a les enfermer quand il n'y a pas de jardin? Quel sens ça a de ne pas avoir de chien? Tous ces éléments de la quotidienneté, à un moment, ça n'a plus de sens. C'est pour ça que les gens s'en vont. Je vous rappelle qu'en France, vous le savez sans doute pas d'ailleurs, il y a 16 millions de maisons pour 12 millions d'appartements, et qu'il y a 70% des Français qui ont un jardin. Il ne faut pas se tromper. On est une société du jardin. Et dans ceux qui n'ont pas de jardin, dans les 12 millions qui habitent en appartement, il y a 5 millions de personnes seules, et les autres, souvent, ils ont une résidence secondaire dans la famille. Donc, il y a 4 millions de résidences secondaires dans ce pays. Donc, il y a 12 millions d'appartements, 5 millions qui sont occupés par des personnes seules, donc genre 12 moins 5, ça fait 7, à peu près, et il y a 4 millions de résidences secondaires. Donc, vous voyez bien qu'en fait, la façon dont habitent les populations, c'est soit 2 maisons, soit une maison
avec jardin dans une petite ville, soit les malheureux entre les deux, il y a effectivement quelques millions entre les deux, qu'il ne faut pas les oublier bien sûr, qui n'ont ni l'un ni l'autre et qui sont, j'allais dire, des enfermés de la banlieue, pour le dire simplement, parce qu'en général, c'est ça le modèle sur lequel ils sont. Encore qu'il y a 500 000 à 1 million de maisons en Afrique pour les populations immigrées qui sont comme les Bretons ou autres, qui ont gardé au pays une maison où ils prendront sans doute leur retraite, il ne faut pas les oublier non plus. Voilà, donc ça nous donne un nouveau rapport à l'espace, une nouvelle lecture des groupes sociaux, et donc si vous voulez, c'est tout ça sur lequel il faut être attentif, une nouvelle attention des gens, une interrogation énorme sur la nature, et puis bien sûr, ce que ça a donné, c'est le sentiment qu'on pouvait gagner une bataille sur la nature, puisqu'on a gagné la bataille sur le virus. Et ça, si vous voulez, c'est très important, parce qu'avant la pandémie, j'aurais dit au fond, la lutte contre le réchauffement climatique, oui, bon, je suis plus de diesel, j'ai une hybride, encore que quand je vais chercher le pain, j'arrive pas à faire le retour. Moi, j'habite à la campagne, et il faut quand même faire beaucoup de kilomètres, il y a une colline, et bon, au retour, j'utilise de l'essence. Mais, donc, c'est pas vraiment la voiture idéale pour les campagnes. Mais, on avait trié nos poubelles, etc. Mais on se disait vraiment, ça va empêcher que ça fonde là-bas sur les pôles. Pas convaincu. Et je pense, si vous voulez, que le risque, la chance de gagner la bataille climatique a augmenté avec cette pandémie. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait modifier nos comportements, qu'on pouvait tous faire la même chose. On n'était pas d'accord politiquement, on s'engueulait, mais on pouvait avoir les mêmes types de systèmes de protection. Donc on a là créé un commun de la lutte contre ce virus qui, à mon avis, va nous resservir dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, si vous voulez, c'est tout ça qu'il faut essayer de se dire, en se disant que ça va se diffuser dans la société, ça va mettre du temps. Vous savez, moi qui suis un vieux de 68, en 68, la question de la place des femmes, on n'en parlait jamais. D'ailleurs, sur les tribunes de 68, il n'y a pas de femmes. La question de la nature, on n'en parlait pas. Je vous rappelle que Dumont, quand il s'est présenté, je crois que c'était en 74, je ne sais plus s'il a fait 1,5 ou 2% des voix. Vous me direz que les écolos n'ont pas beaucoup progressé, mais la question écolo a beaucoup progressé. On dit à tous, on y réfléchit, etc. Non, c'est pour dire, c'est pas ce qui se voit le plus qui va marquer l'époque d'après. C'est une rupture. Les choses vont se transformer extrêmement vite. La jeunesse va être de plus en plus angoissée parce qu'elle a l'impression qu'il y a un mur. Quand le GIEC vous sort un rapport en disant il nous reste 3 ans, le risque, c'est la panique. Donc, je ne ferai pas de commentaires sur le GIEC, mais si vous voulez, ça pose un vrai problème. Donc, ça veut dire qu'on va vers une société dont les 3 mots principaux, c'est le proche, que ça soit le proche familial ou le proche territorial. On s'est replié sur la famille. Finalement, on en a été assez content. On a arrêté de fréquenter des collègues de boulot, au fond, est-ce qu'on les aimait tellement? Un vieux cousin un peu pervers, est-ce qu'on avait tellement envie qu'il vienne aux anniversaires? Bon, on a réduit le groupe familial et le groupe amical, et les gens sont plus contents. Vous savez qu'il y a 80% des Français qui déclarent être heureux cette année. 80%. Avant la pandémie, c'était 75%. Donc, ce qui est très curieux, c'est que la pandémie a augmenté le bonheur individuel, mais a augmenté aussi l'angoisse collective. On va où? Comment on s'en sort? Etc. On le voit très bien en ce moment avec les débats électoraux. Mais ne nous trompons pas. Le repli des gens sur le proche, le fait de faire des circuits courts, le fait du télétravail, le fait de beaucoup plus avec sa famille proche, en fait, a été vécu positivement par l'essentiel de la population. Et donc, le proche, le local, ce que je vous disais, le couple local-livraison, qui à mon avis est un couple absolument central dans tous les métiers, dans tous vos métiers aussi. Je veux dire qu'effectivement, la livraison devient quelque chose de central. Et pour les élus locaux, 20% des moyens de déplacement sont des objets de livraison. Donc, la première bataille écologique dans la ville, c'est la livraison. En ce moment, on attaque les vieux diesels des vieilles personnes modestes, qui me laissent toujours perplexe, parce que le vrai sujet, c'est de rendre les voitures de livraison qui roulent toute la journée, les taxis, les bus, etc., c'est d'abord, il faut calculer en fonction des kilomètres parcourus, et pas en fonction de l'âge de la voiture. Parce que l'âge de la voiture a à faire dans l'affaire, nombre des kilomètres parcourus, oui. Et donc, le problème de la réorganisation des livraisons dans nos sociétés est un objet central. Et ça va se développer. Et de plus en plus, les gens vont commander, ils vont vouloir être livrés, c'est déjà le cas. Et en même temps, ils vont être contents de passer dans vos caves, boire un coup, vous connaître, etc. C'est ce couple qui fonctionne bien. Hein. C'est pour ça que les choses ne se défont pas, mais une fois qu'on vous connaît bien, ben, c'est pas la peine de venir chercher soi-même. On se fait livrer. Et c'est ce couple-là sur lequel il faut qu'on travaille. Alors, tous ces phénomènes, si vous voulez, ils dégagent quelque chose d'autre. C'est que le territoire se réorganise d'une façon qui vous concerne directement. L'économie est prise en main par les métropoles. Ce qu'on appelle une métropole, si vous voulez, c'est là où la toile numérique croise le pouvoir intellectuel, financier et politique, pour le dire très vite. Hein, c'est les grandes villes, il y a des universités, il y a de la finance, évidemment, il y a du politique et il y a du patronat. C'est ça les métropoles. Il y en a 200 sur la planète. Nous, on en a 8 des vrais. Comme je veux me fâcher avec personne, je sais que les élus disent qu'il y en a 15. Il y en a 15, d'accord. Ce qui compte, c'est ces hubs-là. Mais ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est qu'on n'est pas obligé d'habiter dans le hub. C'est ça qui est important. Et de l'autre côté, on a 53% de terres arables,
30% de terres forestières. C'est là où est la base de la révolution écologique, parce que l'énergie, le nourrir, le vêtir, c'est de là qu'il va sortir. Bon. Et donc, effectivement, la chance du modèle français, c'est qu'on a des métropoles hyper puissantes, dont la plus grande métropole d'Europe, avec l'Île-de-France, 11 millions d'habitants. Première concentration scientifique au monde, l'Île-de-France. Hein. Première concentration scientifique au monde, on ne le dit pas assez, c'est absolument énorme en termes de recherche. Et effectivement, et on a 80% du sol en forêt, en terre agricole. Et donc, la question qui va nous être posée, c'est, d'une part, les gens, ils habitent où? Ben, les gens, ils habitent entre les deux. Les gens, ils habitent autour des villes, dans les lotissements, ils habitent dans les petites villes, dans les villages, et comment on va protéger les terres arables pour pas qu'elles soient consommées par l'habitat, et comment en même temps, on va permettre aux populations d'accéder aux métropoles irrégulièrement, avec 2 systèmes d'accès, ceux qui vont en voiture, on va dire les gilets jaunes pour faire carte postale, c'est ces populations plus populaires, et puis ceux qui maintenant sont en train de se déplacer, qui sont, on va dire, des télétravailleurs bobos pour faire carte postale, et qui se déplacent en train. Il y a 2 moyens d'accès à la ville qui correspondent à des modes d'habitat, etc., mais c'est pas complètement mon sujet. Mais la question, c'est que vous êtes, en tant qu'agriculteur, je dirais, les porteurs du plus grand territoire. Mais vous vous êtes laissé un peu enfoncer par une écologie issue de la ville, qui a permis effectivement d'avancer en termes intellectuels, mais qui fait que d'une certaine façon, la grande partie du... Vous voyez, j'étais à Pau avant-hier au congrès du Crédit Agricole, j'avais déjà fait le congrès de la FNSEA, on a l'impression d'être défensif, on recule. On n'a pas pris en main, on ne s'est pas dit on va être les porteurs d'une société bâtie sur l'écologie, appuyée sur la nature, donc appuyée sur nos compétences, y compris le soleil, y compris le vent, qui sont par définition vos métiers, la terre, le soleil, le vent et l'eau. Avec ça, vous faites quasiment l'essentiel de votre travail, avec les graines. Et donc, vous reculez. Et si vous voulez, je le dis globalement, parce que le vin, c'est sans doute le secteur où c'est le moins vrai, parce que vous avez beaucoup changé. Mais l'idée de porter un projet pour toute la société, à partir de ces terres arables et des forêts. Je vous rappelle qu'on coupe nos arbres pour aller les travailler en Chine. Comme modèle économique, c'est quand même tout à fait surréaliste, je veux dire. Et eux, ils nous les renvoient en caisse, en planche et tout. Vous m'excuserez, mais c'est pas la technicité du modèle. Enfin, c'est pas, c'est totalement absurde d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue de création d'emplois. Bon. Donc, une des grandes questions, c'est comment le monde agricole va devenir porteur d'un projet, d'une société écologique et numérique bâtie sur ses savoir-faire, bâti sur la création d'énergie, bâti sur la biomasse, bâti sur le vent, sur le soleil, etc. C'est un objet central. Parce que là, c'est vrai que vous vous faites engueuler par des mecs qui ne savent pas faire pousser des carottes. Alors, il y a un truc qui énerve, quoi, parce qu'effectivement, leur compétence agricole est souvent extrêmement limitée. Ce qu'ils disent n'est pas sans intérêt pour autant, mais bon, vous savez bien que l'agriculture bio, c'est pas facile tous les ans, que ça dépend des années, que ça dépend en plus des types de cultures, bon, etc. Donc, il y a des donneurs de leçons qui sont un peu insupportables, mais en même temps, sur le fond, ils ont quand même raison. Donc, il va falloir que vous repreniez la main, je pense, sur ces dossiers. Moi, je le dis chaque fois dans le monde agricole, vous devez avoir un projet écologique pour la société, à partir de vos savoir-faire, à partir de vos compétences, exactement, parce que vous êtes évidemment les plus légitimes à porter ce genre de réflexion. Donc ça, si vous voulez, c'est des éléments sur lesquels il faut arriver à être positif, comme vous aviez été positif. Vous savez, la France est la seule grande démocratie à avoir bâti sa modernité politique sur l'agriculture. Il n'y a aucun autre modèle. Nous, on a fait la révolution foncière en 1789, on a partagé les terres des nobles et des aristocrates. On a fait avec Jules Ferry les 36 000 communes et les 500 000 élus locaux, et on a dit aux paysans, soyez nombreux, soyez pauvres et soyez républicains. Et on est allé se nourrir en piquant les terres en Algérie, en Afrique et au Vietnam. On est une colonisation foncière, si vous voulez. Et le monde paysan, ben, c'est les soldats de 14, quoi. C'est le chef de famille, chef d'exploitation, époux, naturellement, soldat, conseiller municipal. 500 000 élus locaux. Après, on a rajouté 500 000 salariés de la SNCF. En gros, toutes les familles agricoles avaient ou un mec qui était garde-barrière ou conseiller municipal, quoi. Quand vous avez 1 million de gens qui sont ou garde-barrière, enfin garde-barrière dans les différents emplois, je ne veux pas mépriser la SNCF, l'ensemble des emplois de la SNCF, on a reconstruit la société par le territoire à travers vous. Mais pas pour que vous produisiez, pour que vous garantissiez la République contre les urbains qui faisaient des révolutions sans arrêt au XIXe siècle, contre les révolutions ouvrières de 1870, de 1848, etc. Et vous avez fait le boulot, vous avez fait le boulot. Et puis après est arrivé effectivement le grand Charles qui a dit, bon, les colonies, de toute façon, il aurait bien aimé les garder, mais il ne pouvait pas. Donc il a dit, vous devez garantir l'indépendance alimentaire du pays. Et le nucléaire garantira l'indépendance politique. Et vous l'avez fait. Et on est passé de 3 millions de fermes à, il en reste 390 000. On a tué 2 500 000 exploitations en très peu de temps. C'est un traumatisme difficile, surtout que ceux qui sont ici, c'est ceux qui ne sont pas partis.
Donc, même si souvent, en général, vous savez, on commence par manger les cousines, si j'ose dire, puis après les sœurs, et puis voilà, petit à petit, on concentre, quoi, deux, trois générations. D'ailleurs, la moitié du sol de France est propriété collective des GAEC, il y a celui qui l'exploite, ça ne lui appartient pas forcément, etc. Et donc, mais vous avez fait le boulot, et vous nous avez garanti l'indépendance alimentaire. Et puis, on a fait l'Europe, et au fond, on ne s'est pas dit, est-ce que l'Europe garantit l'indépendance alimentaire de l'Europe? C'est la question qu'on va se reposer après la guerre d'Ukraine. Et puis, il y a une autre question qu'on ne s'est pas posée, c'est est-ce qu'on est capable de nourrir la Méditerranée? Une question centrale. Parce que s'il n'y a pas de blé en Égypte, au Liban, en Algérie, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, ils n'ont rien à manger. Ils ne produisent pas de blé. Donc, si vous voulez, les populations explosées en Afrique, notamment parce qu'on leur a donné accès à notre science médicale, donc les bébés meurent beaucoup moins, donc il y a explosion démographique, mais si on ne leur donne pas à manger, l'explosion démographique est de très court terme. Donc, si vous voulez, ça, on le voit. Donc, on a une double responsabilité en Europe, c'est se nourrir nous-mêmes et nourrir le Sud. On ne peut pas séparer les deux. Si, on peut aussi laisser se déplacer 200 millions de gens d'Afrique qui en ont mangé dans nos propres supermarchés, mais peut-être qu'ils voudraient bien approvisionner leur supermarché pour d'autres raisons que chacun peut comprendre. Donc, si vous voulez, on est dans toutes ces questions. Et donc, il faut reposer au fond, et je pense que c'est ce qu'on va faire après la guerre d'Ukraine, la question qu'avait posée De Gaulle, comment on assure notre sécurité militaire et notre sécurité alimentaire, et comment on fait les deux, mais pas au niveau de la France, au niveau de l'Europe. C'est à la nouvelle échelle, je dirais, du territoire, ça va devenir une question tout à fait centrale à laquelle il faut qu'on s'adapte. Alors, si vous voulez, de tout ça, qu'est-ce qui change le plus? On a appris trois choses dans cette pandémie. La première, c'est que le travail pouvait être agréable. Peut-être ça peut vous sembler, mais les gens étaient payés à ne pas travailler, et en fait, ils étaient malheureux. Alors qu'en France, on considère toujours que travail et exploitation, c'est un couple. C'est pas que ça le travail, c'est pas que l'exploitation, c'est pas que le patron qui vous exploite, c'est le plaisir de voir des gens, c'est le plaisir de réaliser quelque chose, etc. Je pense que le travail est redevenu quelque chose de positif, et on peut le dire sans apparaître comme un suppôt vendu au capitalisme. Donc c'est important dans la culture française. La deuxième chose, c'est que je crois qu'on a compris que l'école, c'est pas un entrepôt à gamins quand on a autre chose à faire. Et donc cette idée que l'école, on dépose des gamins et on part en vitesse, on s'est rendu compte que l'école, c'est un lieu de valeur. L'assassinat de Samuel Paty l'a rappelé très brutalement, mais plus globalement, on s'est rendu compte que nos enfants étaient malheureux de ne pas aller à l'école. C'est pas qu'ils nous aiment pas, mais c'est qu'ils aiment aussi leurs copains, etc. Il y a une demande, c'est exactement comme le travailleur payé à ne rien faire, il est malheureux de ne pas travailler. L'enfant de payer à rien faire, on ne peut pas le dire, mais l'enfant qui reste chez ses parents, au bout d'une semaine, ça ne l'amuse plus du tout. Et on s'est rendu compte que l'école, c'est la deuxième maison des enfants. On a construit une société où les enfants ont deux lieux, et ça aussi, c'est à mon avis quelque chose d'important. Je ne reviendrai pas sur le débat sur la santé publique, c'est tous assez évident. Alors, qu'est-ce qu'on tire de tout ça? Une première idée qui est générale, c'est que depuis la guerre, on a voulu être moderne. La France est un pays qui, si vous voulez, je sais pas, moi, vous avez eu des grands-parents comme moi, mon grand-père qui avait fait Verdun, il me disait toujours, tu sais, en 1939, on a vu bien sûr arriver des Allemands, mais on a vu arriver une jeunesse qui était moderne, qui était propre, qui se lavait tout le temps, alors que nous, on n'avait pas de savon, tout ça. D'un coup, c'était une autre jeunesse. En 1945, on a vu une autre jeunesse. C'était les bas, c'était les skis et les bas. Les skis, non, les bas de soie, les chewing-gums, etc. C'était encore une autre jeunesse. Et chaque fois, nous, on avait l'air d'être un peu ringards, quoi, avec nos bérets, tout ça et tout. Bon. Et au fond, depuis, la France s'est battue pour être moderne. On a joué sur le béton, on est leader mondial des grandes entreprises. Vous savez combien on a fait de ronds-points en France? 63 200 ronds-points. Les Allemands en ont fait 5 000, les Américains 10 000. On n'est pas plus malin que les autres. Bon, simplement un maire qui ne fait pas un rond-point avant chaque élection, il n'est pas élu, quoi. C'est devenu le totem. Alors on détruit tout un paysage, on fait un énorme rond-point devant un village ancien magnifique. Après, on fait des voies rapides parce que sinon on ne peut pas accéder au rond-point. Puis comme les gens se rentrent dedans, on met des cassis. Tout ça, évidemment, c'est les mêmes entreprises qui font les trois opérations. Et après, on met un jardin au milieu du rond-point alors qu'il n'y en a pas pour les gamins. Enfin, c'est une espèce de fantasme français. Juste comme ça, un rond-point, ça vaut entre 400 000 et 2 millions. Hein, suivant la façon dont il est fait. C'est quand même beaucoup d'argent. On a perdu l'idée du tourner à gauche. C'est pas un problème politique, je crois, mais c'est qu'on a remplacé tous les tournés à gauche par des ronds-points. Un petit tourné à gauche de temps en temps, ça n'a jamais tué personne. Donc, c'est vraiment un vrai problème. Quand on regarde le fait qu'on a créé un conseil scientifique sur la santé auprès du président de la République, ça n'existait pas. Dans les autres pays d'Europe, ça existait déjà. C'est-à-dire que le rôle des scientifiques, c'est pas de prendre les décisions à la place des politiques, mais c'est effectivement de débattre entre eux pour ensuite proposer aux politiques. Même si leur conseil scientifique, c'était marrant, parce que donc c'était avec eux que j'avais une réunion lundi, ils ont mis longtemps, par exemple, à mettre un vétérinaire. C'est quand même marrant parce que c'est une maladie qui vient du chat, ou d'autres animaux. Donc ils se sont dit, ah, mais parce que les médecins, les vétérinaires, bon, un psychiatre, ils n'y avaient pas pensé.
C'est des vrais médecins. Il y a des gens qui vous font des piqûres, quoi, des médecins, pas un psychiatre. Bon. Puis après, ils ont rajouté les psychiatres. Donc eux-mêmes ont évolué dans leur réflexion. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un mode de gouvernement entre la science, je dirais, la recherche et le politique qui est extrêmement intéressant. Après, ce qui est compliqué dans nos démocraties, moi, je ne vous cacherai pas que je suis très perplexe sur l'avenir des démocraties dans des sociétés numériques. Je ne voulais pas en parler parce qu'il y a les élections. Mais si vous voulez, il est clair que c'est quoi une vérité? C'est quoi une vérité? Je veux dire, moi, quand j'interviens dans les médias, en face de moi, j'ai un type qui ne connaît rien, qui donne son avis. Je ne dis pas qu'il n'est pas négatif. Mais si vous voulez, moi, j'ai un rapport à la vérité un peu comme avec ma voiture, quoi. Mon rêve, c'est de jamais soulever le capot, quoi. Si je dois soulever le capot, c'est qu'il y a un problème. Et quand je vais chez le médecin, je lui dis pas non, non, c'est pas ça, je veux autre chose. Je lui fais confiance. Si je veux pas confiance, j'y vais pas. Et donc, c'est ce type de rapport qu'il faut qu'on... Or, le monde numérique est un monde de complotistes, est un monde de réseaux, est un monde à la fois très égalitaire, ce qui est en soi une bonne idée. Je veux dire, tout le monde est égaux. Tout le monde est égaux, mais il y en a qui sont quand même plus compétents que d'autres sur certains types de sujets. Et ça, c'est une chose qu'on a beaucoup perdue. Et c'est quelque chose qui est en train de détruire les démocraties. Il ne faut pas se leurrer, parce qu'effectivement, comment est-ce qu'à un moment, le savoir et la compétence sont un élément respecté dans un débat public? C'est extrêmement compliqué. Voilà. Donc, j'entends bien ce que vous dites. C'est pour ça qu'il faut regarder ce qu'on a fait cette fois-ci. Et je pense que la France a beaucoup à apprendre, parce que le politique en France, où il est tout en haut, il pense qu'il sait tout, ou alors il est tout à fait écrasé par l'économie. Non, il doit être en dialogue avec les forces sociales et notamment avec les savants. Et si vous voulez, c'est vrai que d'un point de vue de la recherche, en France, on avait aussi beaucoup baissé les budgets. Faut pas rêver, on a baissé les budgets par étudiant, etc., depuis 10-15 ans. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas construire une société moderne si on n'investit pas dans la recherche, donc dans les hommes, les femmes, enfin, je veux dire, dans la compétence. Et regardez aussi une chose très intéressante, c'est que les laboratoires qui ont trouvé des vaccins, ce sont tous des start-up. C'est-à-dire que ce ne sont pas les grosses institutions qui ont la créativité, ce sont les petites start-up accolées aux grosses institutions. Après, c'est l'institution énorme qui développe, qui structure, etc. Et dites-vous quand même une chose, c'est que le seul pays du Conseil de sécurité qui n'a pas trouvé de vaccin, c'est la France. Le seul. Alors qu'on était convaincus qu'on avait la meilleure santé du monde et qu'on avait Sanofi, qu'on avait vraiment des grands groupes et tout. Puis on s'est rendu compte que non, ces grands groupes n'étaient plus des grands lieux de recherche. Et qu'on ne faisait pas confiance aux start-up. Et que donc on n'avait pas les bonnes start-up. Alors il y en a une à Nantes qui finalement finit par avancer, etc. Mais par contre qu'on avait des cerveaux. Parce qu'une bonne partie des gens qui ont trouvé, ce sont des immigrés. Alors en Allemagne, ce sont des Turcs. Les premiers qui ont trouvé, c'est 2 réfugiés politiques turcs. Et nous, nos chercheurs, ont été très importants, les gros labos américains. Donc là aussi, ça fait toute une réflexion sur, au fond, quand même, le cœur d'une société, c'est la compétence, quoi. Si on perd ces compétences, si on perd les gens les meilleurs, parce qu'on ne leur donne pas les conditions de travail correctes, parce qu'effectivement, ils ont des salaires lamentables dans la recherche, etc., la société se vide de son contenu innovant, ce qui est quand même tout à fait essentiel, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a vraiment, à partir de cette pandémie, beaucoup à réfléchir sur la place de la science, sur la place des startups, sur toute cette idée de toutes ces petites entreprises qui en fait sont extrêmement innovantes, mais après elles ne peuvent pas se développer si elles ne se marient pas avec un major. Il ne faut pas en rêver non plus. Mais ce mariage-là, et nous, beaucoup de ces entreprises se sont mariées avec des majors étrangers parce qu'on n'a pas ouvert chez nous les portes. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Regardez, même aujourd'hui, le CNRS n'est plus un grand interlocuteur du débat public. Prenez la plupart des gens qui assurent les plateaux télé, dans la jeune génération, ils sont très bons, mais ils ne sont pas dans la recherche ni dans l'université. Ils sont dans les boîtes de com, ils sont à Jean Jaurès, ils sont dans les Terra Nova, ils sont dans ces... C'est-à-dire que c'est à côté de ces institutions que le débat public s'est déplacé. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça aussi, ça doit nous faire réfléchir sur le fait que nos institutions se sont refermées, que effectivement, elles sont tellement saturées. Vous moi, je suis au CNRS depuis très longtemps, mais je suis d'une génération où on entrait au CNRS par hasard. Un jour, on m'a écrit « Est-ce que vous voulez rentrer au CNRS ?» J'avais demandé rien à personne. Moi, j'étais babacool dans ma campagne avec une voiture pourrie et 3 moutons. Donc, je veux dire, mais simplement parce qu'ils cherchaient des gens. Ils venaient vous chercher. Et maintenant, on n'est plus du tout là-dedans. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur tout ça. Et puis, vous avez une autre réflexion à avoir. Moi, j'ai beaucoup conseillé Passion Céréales, qui est le gros groupe d'agriculteurs, mais très spécialisé dans le blé, enfin, pas du tout dans le vin. Et je leur disais toujours, mais arrêtez d'être entre vous. Vous n'invitez jamais des gens qui ne travaillent pas sur l'agriculture, mais qui passent sur les plateaux télé, qui sont des gens qui s'occupent de stratégie internationale, qui sont des gens qui s'occupent de logistique, qui sont des intellectuels, des sociologues, des philosophes. Invitez-les dans les fermes, faites-leur connaître votre milieu. Vous êtes entre vous, vous avez vos systèmes de com, vous avez vos journaux, vos syndicats, et c'est très bien, hein, je veux dire, c'est très bien. Mais le problème, c'est comment on parle avec les autres. Comment, au fond, on se fait aimer des autres. Alors que, ce qui est très amusant quand on regarde l'opinion publique, quel est le groupe qui a le plus envie que ses enfants soient agriculteurs? Mais c'est les gens des villes. Et qui est-ce qui a le moins envie que les enfants soient agriculteurs? C'est les paysans.
C'est-à-dire que la difficulté du métier, que les gens des villes sous-estiment, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, le monde agricole se sent rejeté par la société urbaine. Or, c'est faux. Les gens ne rêvent que d'habiter à la campagne, ils ont vachement envie que leurs enfants soient paysans, ils ont envie d'un mode de vie différent, d'un rapport nouveau à la nature, à l'espace, au patrimoine. Mais le monde agricole lui-même, comme il n'arrête pas de reculer en disant au fond, le modèle de production qu'on a réussi avec De Gaulle, qui était génial, bâti sur la chimie, la technique et le commerce, effectivement, on nous demande maintenant d'en changer et ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, si vous voulez, il n'y a pas eu le nouveau Pisani. Pisani était un de mes amis. Bon, j'aimais beaucoup Pisani, mais on aurait pu le dire pour Méline, enfin, je veux dire pour les précédents. Il n'y a pas eu le grand porteur de projet capable, non pas de parler de l'avenir de l'agriculture, mais de parler de l'avenir de la terre dans la société française de demain, cette société qui sera écologique, qui sera numérique, qui sera alimentaire. L'autre jour, j'ai dit à une journaliste sur un plateau télé, vous savez, madame, si vous n'aviez pas de produits agricoles sur le corps, vous ne seriez pas présentable à l'écran. Je n'ai pas voulu détailler, mais enfin, en gros, il ne restait rien, quoi. Donc, si vous voulez, la nourriture ne fait pas que nourrir. Et la question de l'énergie, moi, je pense que le soleil et le vent, c'est à vous. Je veux dire que vous devez vous battre pour vous l'approprier. C'est des techniques agricoles, une éolienne, le capteur solaire, la biomasse, etc. Il ne faut pas laisser ça être pris par d'autres secteurs. Ce sont typiquement, parce qu'il faut de la surface, il faut des fermes, vous avez le sol de la France, donc c'est quand même l'atout central d'une révolution écologique. C'est ça, si vous voulez, que j'essaye de porter. Mais je sais bien que là, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Viard, il parle d'écologie trop, il ne parle pas plutôt d'environnement, etc. Non, on est face à une véritable révolution du rapport entre l'humanité et la nature, parce qu'effectivement, on est allé trop loin dans la consommation du système on va dire, du CO2, etc. Et ça, c'est la faute de personne. Mais il est clair qu'il faut changer de direction et qu'on va changer de direction. Et le problème, c'est est-ce que vous êtes leader du changement et vous mettez par devant. Et je pense que c'est encore plus facile pour la vigne. Vous voyez, c'est compliqué le vignoble parce que, bon, il y a le président de la cave de la Tour d'Aigle. Mais autour de chez moi. Et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Mais non, mais il y a des fermes bio. Et puis derrière, il y a un endroit, il n'y a plus une herbe à 12 km. Donc, je veux dire, comment on fait? C'est-à-dire qu'il y a des techniques qui n'ont rien à voir. Bon. Et c'est curieux, mais la ferme bio, elle a plus d'hectares que le bio. Non, la ferme qui désherbe, évidemment, on désherbe une fois, c'est fini. Mais si vous voulez, donc ça veut dire qu'y compris à l'intérieur de l'agriculture, il y a des combats à mener sur ces questions-là qui sont extrêmement importantes. Et puis, il faut les raconter aux gens. Moi, quand vous vous êtes mis, je vais le dire gentiment, mais à faire du rosé la nuit, qui est une excellente idée, à vendanger la nuit, excellente idée. Et pourquoi on n'a pas prévenu les autres habitants? Pourquoi on ne nous a pas fait une réunion au bar en disant, attendez, on change de technique, on est désolé, on va vendanger, la cave ouvre à minuit, elle ferme à 6 heures du matin, je crois à peu près ça. Mais c'est très bien, je suis pour. Mais pourquoi on n'entraîne pas les autres habitants, si vous voulez, pour quelque chose qui est une contrainte? Moi, c'est vrai que j'ai acheté des boules pièces, c'est pas très grave, mais si vous voulez, c'est quand même logique qu'on en discute, quoi. Voilà. Pas pour discuter le principe, il est excellent, mais pourquoi on ne savait pas, si vous voulez? Ils auraient pu nous offrir 2 bouteilles de rosé en compensation. Donc, si vous voulez, c'est toute cette idée. Le monde paysan, il considère qu'il était là avant les autres. Et donc, il considère que, au fond, les autres sont arrivés chez lui. Et au fond, quand on fait des choses, nous, on dit oui, bon, il nous embête. Moi, quand mon voisin fout le feu à une ribe, même si ça vient un peu chez moi, que j'appelle les pompiers, il dit, ouais, bah, il faut bien nettoyer. Hein. Je dis, non, il faut bien nettoyer. Donc, vous voulez, parce que pour lui, c'est le bourgeois qui, en fait, moi, j'étais pas vraiment bourgeois, j'étais babacool avec une petite exploitation. Mais enfin, avec l'âge, ça s'est développé. Donc, c'est toute cette question, à qui est le lieu? Ben, le lieu, il est aux gens qui l'habitent. Parce que s'il y a 70% des gens qui habitent dans des maisons avec des jardins, c'est parce que quelqu'un leur a vendu le terrain. Et qui leur a vendu le terrain? Ben, on la vend souvent les exploitants agricoles pour gérer les successions. Et donc, si vous voulez, à un moment, on ne peut pas vendre le terrain et après dire au mec, oh, tu ne peux pas. Tous ces problèmes-là de mitage, on avait fait un livre avec Bertrand Vieux qui s'appelait L'archipel paysan. Parce que la plupart des fermes ne se touchent plus. Où on a vendu la vieille maison des parents, la mort de la mère, et on a mis des lotissements. Donc, il y a des problèmes de voisinage. Mais ces problèmes de voisinage, il faut en discuter. Parce que c'est pas les uns qui sont plus légitimes que les autres. Il y en a qui ont acheté un terrain, construit une maison, et qu'effectivement après, il y a des problèmes d'épandage de produits, etc. Il y a des problèmes d'odeur. Encore que le débat sur les odeurs, c'est pas forcément avec les nouveaux habitants. Je vous rappelle que le coq Maurice de l'île d'Oléron, c'était un fils de paysan qui portait plainte contre un nouvel habitant qui avait acheté un coq. Mais vous savez qu'au Moc, beaucoup d'agriculteurs ont des poules, mais pas de coq, parce qu'ils ne voient pas pourquoi on aurait un coq toute l'année, juste pour avoir la fécondation des poules. Donc, c'est plus compliqué que ça. Et donc voilà, c'est ça, moi j'aimerais bien que le monde agricole se dise, on va plus se défendre, on va être en avant-garde. On a les outils, on a la technique, on a la surface, il faut qu'on réfléchisse et comment on produit, comment, avec le vin, on produit de l'énergie, comment on produit de la biomasse, et voilà, c'est vraiment des questions qui me semblent tout à fait essentielles. Et la société y est très ouverte.
Mais le monde agricole, pour l'instant, se sent un peu agressé par la ville, il faut le dire, à juste cas, certaines fois. Monsieur le Président.